Ok, donc... Ça doit être la milliardième fois là, donc s'il te plaît, essaye de te concentrer pour bien comprendre ce schéma très simple. Ok, on reprend. Série... Live... Arrow. Non, non, qu'est-ce qu'on s'en fout d'Arrow? D'ailleurs, même ceux qui font la série Arrow s'en foutent d'Arrow vu qu'ils piquent tout à Batman. Bon, enfin... Reprenons. Série... Flash. Bon, ça, je vais pas m'énerver dessus parce que c'était pas mal du tout comme série. Mais bon, c'est pas ça du tout. Reprenons. Série. Legends of Tomorrow. What? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Legends of Tomorrow? Est-ce qu'il y a des fans de Legends of Tomorrow? Est-ce que c'est une vraie bande dessinée au moins? Calme. Série. Live. Batman. Oui, c'est ça. Enfin, putain. Quand il est enfant. Série. Live. Batman. Supergirl. Hey, vous vous souvenez de Smallville? Cette série qui devait raconter les origines de Superman et qui finalement n'était que Superman sans le costume, qui a duré 10 saisons de trop et qui avait une production design toute pourrie, du fanservice mal géré et des histoires d'amour gnangnantes et chiantes, dont j'avais fait un top 10 des pires moments il y a quelques années. Ça vous dit la même chose en moins gnangnan mais en beaucoup plus con? Il y a quelques années, j'avais fait une petite critique de la série Gotham basée sur le premier épisode. C'était très négatif, mais beaucoup m'ont reproché d'avoir critiqué la série que sur un seul épisode. Oubliant le concept des épisodes pilotes qui sont censés montrer tout leur potentiel et convaincre le plus de voir la série. Donc si l'épisode pilote est pourri, la série risque pas d'être mieux. Dans beaucoup de séries, le premier épisode est le meilleur épisode. Et puis aussi, si j'avais vu le reste de la série, ma critique aurait été encore plus négative. La série est toujours en cours de production et diffuse même sa 4ème et logiquement dernière saison aux États-Unis au moment où je vous parle. Ouais, dernière saison. Je veux dire, il est déjà justicier le petit. Série finie donc! Et non seulement la série n'est pas bonne, non seulement elle retombe dans tous les travers de Smallville, faut dire, nommer la série comme la ville où a grandi le héros, c'était un petit signe, mais il y a carrément des moments où je me disais, donc c'est une vraie série ça. Et pourtant les gens adorent cette série. On vit dans un monde où c'est populaire de se plaindre du fanservice dans Ready Player One pour se donner un genre rebelle, mais on acclame des séries qu'on pourrait rebaptiser fanservice du dimanche. Non, pas cette série-là, l'autre série fanservice du dimanche. Voilà, mieux. Et il est temps de démontrer en quoi cette série est tout simplement à chier. Et c'est en 5 points. Estimez-vous heureux parce que j'ai assez de matière pour faire 40 points. Mais bon, mon script fait déjà 9 pages, donc on va se calmer là-dessus. Jim Gordon, commissaire de l'ennui. Donc, tu fais une série où le commissaire Gordon est le héros principal. Pourquoi pas? Gordon est cool, dans la trilogie Dark Knight c'est même mon personnage préféré, c'est un homme humble, déterminé, ayant des convictions, une personne rassurante mais dégageant de l'autorité. Benjamin Mackenzie n'est rien de tout ça. Il est au commissaire Gordon ce que Megan Fox est à April O'Neil, la version la plus insipide et mannequin de catalogue du personnage. Ce qu'il faut du personnage de Gordon fait déjà bien pitié, mais quand il est comparé à tout le reste du casting, c'est pire. Parce que, ouais, la série a énormément de défauts, mais généralement les acteurs n'en font pas partie. Surtout le mec qui côtoie le plus Gordon, Harvey Bullock, joué par le trop talentueux pour ce genre de merde Donald Logue. Pourquoi c'est pas lui qui joue Gordon? Eh bien parce que Benjamin Mackenzie est beau gosse. C'est littéralement tout ce que je trouve de bien à le dire sur lui. Après, fort probable que ce soit pas la faute de l'acteur, que l'écriture soit le vrai problème du personnage. Mais je pense que ça aurait été réglé par un autre acteur. Je veux dire, son personnage est comme Russell Crowe dans American Gangster, mais le personnage dans ce film-là dégageait une aura grâce à l'âge et la carrure de l'acteur. Il y avait au moins ça, quoi. Gordon, lui, se limite au flic en colère et rien d'autre. Pas même une psychologie développée, bien que les scénaristes aiment le prétendre en le faisant dire aux autres personnages. Même niveau personnalité, je suis incapable, après 4 putains de saisons avec lui en protagoniste,
protagoniste de vous dire quoi que ce soit sur lui à part qu'il est droit. Tellement droit qu'il en est un Gary Sue. Et pourtant, merde, ils ont tellement d'occasions pour le développer. Créer une dualité, un vrai personnage qui hésite entre le bien et la facilité. Mais il n'y a jamais d'hésitation avec lui. Il choisit toujours le bien. On n'a même pas le temps de lui mettre une roue de choix, ce con. Et même quand il fait un truc pas bien, entre guillemets, c'est par obligation et sans la moindre émotion. Donc même là, il fait Gary Sue. C'est limite improbable. Bruce est mieux exploité que lui. Et il a 10 ans. Tiens, c'est un peu comme si cette série aurait été 1000 fois mieux si c'était directement une série Batman. Le parfait exemple d'à quel point il est artificiel comme personnage, c'est le tout premier épisode, la scène où il réconforte Bruce. Je devais avoir ton âge. Un conducteur ivre nous est rentré dedans. Il a tué mon père. J'étais assis juste à côté de lui. Je sais exactement ce que tu ressens ce soir. Et je te promets une chose, c'est que même si tout a l'air effrayant et sombre pour l'instant, la lumière reviendra. La lumière reviendra, Bruce. Je t'aiderai à mener l'anneau au Mordor pour vaincre Dark Vador. Quoi? Tu es un Kung Fu Panda, Harry. Je vais arrêter de vous parler. Comparons ça à une scène similaire dans Batman Begins. C'est celui de ton père. T'inquiète pas. Et voilà. Ça va aller. Voilà. Rien de plus, un simple geste, une simple phrase, un sourire, une sincérité du geste, une vraie attention, tu n'as pas besoin de plus. Et le charme de Gary Oldman arrive à rendre ce moment touchant. Et puis surtout, tu sens qu'il ferait ça à n'importe qui, il est pas genre « Je vais lui faire un discours de sa mère qui va lui inspirer à devenir un super-héros !» Le héros peut être en chacun, même en celui qui fait une chose aussi simple et rassurante que mettre un manteau sur les épaules d'un garçon. Et ainsi lui faire comprendre que le monde ne s'est pas écroulé. Et même quand il essaye d'être badass, je m'en fous de ce connard. Il n'y a rien d'appréciable chez lui. Même psychologiquement, le mec ne change pas. Et c'est le héros principal. Là où dans Batman Begins, il était bien développé alors qu'il était secondaire. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Nolan pour avoir ce minimum syndical de l'écriture de personnages, merde. Non, et puis en plus... Putain, mais c'est un vrai queutard, ce mec. Déjà que cette version des origines de Gordon pose problème par rapport à sa carrière, je veux dire, comment il va devenir commissaire après avoir fait de la tôle, être rétrogradé, démissionné pour devenir chasseur de primes. Mais j'ai aussi l'impression qu'ils oublient qu'il est censé avoir une fille, le mec, à savoir la future Batgirl. Ça devient limite How I Met Your Mother. Et après la psychopathe qui portait le même nom que toi, je me suis tapé la légiste, je l'ai mise en cloque, mais elle a perdu le bébé hors champ, ce qui est narrativement inutile, et à cause d'une longue histoire comprenant un virus qui rend berserk, on a rompu, et donc je me suis tapé Chi-Chi de Dragon Ball Evolution, qui est la mère de Vicky Vale et... Papa, j'ai autre chose à foutre que d'écouter ta liste de nanas que tu as sautées. Attends, non, c'est très important narrativement, tu comprendras quand j'arrive à la fin. Ou pas. Et là, je me suis tapé la fille de Falcon, mais elle a fini par essayer de me tuer aussi. C'est un peu récurrent maintenant que j'y pense. Le fan service, le vrai monstre de Gotham. Le truc qui m'avait le plus saoulé dans le premier épisode de cette série, c'était l'abondance de fan service. Même pas du bon fan service, du fan service incompétent qui montre que les mecs, soit ils étaient trop feignants pour aller sur Wikipédia, soit ils prennent les spectateurs pour des cons. Comment tu t'appelles? Ivy. Ce passage est le cas typique du fanservice fait par des gens qui n'y connaissent rien en Batman pour des gens qui n'y connaissent rien en Batman. Le véritable nom de Poison Ivy, c'est Pamela Isley. On aurait compris ta référence à la con si tu l'avais juste appelé Pamela, imbécile! Oh, il est mignon ce bébé. Comment il s'appelle? Il s'appelle Burn. Mais hey, c'était juste le premier épisode. Peut-être que le reste de la série calmera le surplus de fanservice et utilisera avec plus de pertinence les éléments qu'ils ont introduits dans ce pilote. Ah mon cul! Ils en ont foutu encore plus! Pour rappel, la série est un préquel, censé raconter les origines de Batman. Et pourtant, en très peu de temps, les personnages de sa mythologie sont déjà au stade qu'on les connaît. Certains dès l'épisode pilote. Catwoman est montrée comme une jolie voleuse agile qui aime les chats. Et en plus, ils essayent de lui donner d'autres éléments d'origine, mais elle est déjà Catwoman à ce stade, ça sert à rien. Pareil pour l'homme mystère qui est déjà un fada des énigmes avec des problèmes d'ego. Le pingouin, qui au début de la série était le seul avec un semblant de traitement de ses origines, est déjà parrain du crime après une saison. Même Mr. Freeze est déjà dans sa combinaison quand on le rencontre. Mais hey, au moins Poison Ivy ne peut pas être déjà au stade de super vilaine. Elle est encore gamine, elle peut pas être la femme fatale qui séduit les hommes pour protéger les plantes. Et par ici, monsieur qui a le pouvoir de faire guérir les gens, qui fait d'elle une adulte séduisant les hommes pour protéger les plantes en l'espace d'un épisode. Ce qui est de la pédophilie, non? Oui, elle a toujours 12 ans techniquement, là, non?
Faire grandir avec un pouvoir magique, ça règle pas le souci, c'est même pire. Alors en fait... Non! Non! Et c'est sans parler du Chapelier Fou, Zaz, la Cour des Hiboux, Firefly en costume d'aluminium, Solomon Grundy, que chaque fois que je vois je me demande est-ce que c'est une vraie série, l'Épouvantail, l'Exécuteur, Azrael, Ra's al Ghul, Lucas... Sérieusement, est-ce que c'est une vraie série? Au bout d'un moment, tu t'attends presque à voir Superman, Stanley, C3PO ou le T-1000 Storm Shadows. Ouais, celui que j'attends le plus, c'est Booster Gold. Time! Je viens de futur pour te dire que tu es en train de provoquer un paradoxe temporel. Il faut absolument que tu arrêtes de baiser toutes les nanas que tu croises, que tu te cases et que t'es une gosse. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, Batman n'aura pas Oracle pour le guider dans ses missions. Et ça va rendre les jeux Arkham plus chiants pour les joueurs. Et il faut régulièrement équipe sous différentes combinaisons, sous différents leaders, jusqu'au summum du fanservice limite parodique, le pingouin amoureux de l'homme mystère. Non, je plaisante pas. Ça arrive vraiment dans la série. Oui, je sais, c'est Batman, c'est normal d'avoir ces personnages. Le problème, c'est que c'est censé montrer les origines de ces personnages. Mais ça ne les montre pas. Ils sont exactement comme on les connaît, mais en plus jeunes, à la façon de Muppet Babies. Sauf qu'ils sont même pas plus jeunes. Ils sont pratiquement tous adultes. Alors que Batman est encore gamin. Non mais Batman, quand il sera adulte, c'est pas Arkham qui va envoyer ses ennemis, c'est directement à la maison de retraite, hein. Et d'ailleurs, parlons-en de Batman. À quoi il sert si on montre tout le long de la série que Gordon et la police de Gotham arrivent à combattre ces super criminels? Ah, et aussi, Batman aussi est déjà pratiquement au stade de Batman dès le pilote, vu qu'il est déjà parti dans sa quête de contrôler ses peurs. Pour l'anecdote, en 2009, Warner et DC avaient lancé un projet de dessin animé vite annulé qui était centré sur Batman durant ses années lycée. Ça s'appelait Gotham High, et tous les personnages de la mythologie y étaient des lycéens. Même que Batgirl avait le même âge que Batman, et avait un triangle amoureux avec lui et Catwoman. Double Face était déjà défiguré, bien que ça ne l'empêchait pas d'être président de la classe, et Croc est aussi parmi eux, malgré ses soucis de mutation qui sont censés l'exclure du monde. Un projet complètement débile qui fut délaissé au profit de l'excellent Batman l'Alliance des Héros. Gotham, c'est exactement la même chose, mais en pire. Non, parce que au moins Gotham High, ça se prenait pas au sérieux, c'était juste un délire proche de la parodie. Gotham, par contre, se prend vraiment au sérieux et survend son aspect. Ouais, c'est comme ça que sont nés vos personnages préférés. Mais il y a deux personnages fanservice incroyablement insultants. Le premier, le Joker. Ouais, le Joker est dans cette série. Son origin story est qu'il a été élevé dans un cirque et a tué sa mère parce qu'elle le battait. Et il ne s'appelle pas Jack Napier, bien sûr, parce que Wikipédia c'est dur, mais Jérôme. Parce que je prends trop au sérieux un super criminel sortant à peine du lycée qui porte le nom de mon grand-père. Et il devient complètement le Joker dès la saison 2. On ressort même l'histoire du visage découpé dans la saison 3. Parce que cette série aurait vraiment dû s'appeler Fanservice du dimanche. Donc c'est foutu. Vous venez de chier sur la plus grande dualité de l'histoire des comics là. Le Joker et Batman sont censés être le yin et le yang, la conséquence de l'autre, des opposés. Or, en montrant le Joker être full Joker avec la pulpe et tout, avant même que Batman n'existe, eh ben ça détruit cette dualité. Mais c'est pas ça le pire, non, il y a pire. Ils nous refont le coup de Jimmy Olsen dans Smallville. Au cas où vous l'avez oublié, dans Smallville, à force de faire n'importe quoi avec le personnage, ils se sont retrouvés dans une impasse où ils étaient obligés de buter Jimmy pour éviter les incohérences. Sauf que buter Jimmy Olsen dans un préquel à Superman est bien sûr tout aussi incohérent. Mais ils ont esquivé cette incohérence-là avec une révélation comme quoi le vrai Jimmy était en fait son frère. Donc en gros, j'ai suivi l'histoire de ce mec pour rien. Du con. Et Gotham a totalement fait ça avec le Joker. Déjà que faire ce cliché de soap opéra au photographe de Superman c'est insultant, mais faire ça à ce personnage central de la mythologie Batman, ça mériterait une interdiction d'écrire un scénario. Donc oui, le Joker se fait buter, aspiré dans le pire fond vert que j'ai vu depuis Transformers 4, mais fort heureusement il avait un frère, jumeau en plus, qu'on n'avait jamais vu jusque-là alors qu'on avait bien précisé ses histoires de famille suggérant qu'il était fils unique. Et il avait prévu avant de mourir de laisser à ce frère jumeau un cadeau qui lui balance en pleine gueule du gaz hilérant, qui le transforme en Joker. Parce que ferme ta gueule. Et le deuxième personnage de fanservice insultant, René Montoya.
René Montoya a été créé dans la série animée de Bruce Timm et Paul Dini. C'était une flic badass, digne, droite, cool, hispanique et ayant un duo fun avec Bullock. Elle a même l'un des meilleurs épisodes de la série. Elle est devenue tellement populaire que, comme Harley Quinn, elle a fini par intégrer le canon officiel des comics dans des séries comme Gotham Central, a eu une romance avec Batwoman et est même devenue une super-héroïne, à savoir la récente incarnation de la Question. Dans Gotham, elle n'a que 8 épisodes durant la saison 1. Et son rôle se limite à baiser la nana de Gordon. Et une fois ça fait, elle disparaît totalement de la série sans explication et sans personnage qui se pose la question où est-ce qu'elle est passée. Ce personnage de femme forte, une super héroïne, vient d'être résumé à la lesbienne de l'histoire. Va te faire foutre, série de merde! C'est qui elle? C'est Montoya, les gars. Putain, pas encore! Mais ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il y avait tant de potentiel avec Montoya. Je veux dire, une série policière qui se passe à Gotham et Montoya, ça fait plus de 20 ans que c'est indissociable. Tu pouvais en faire un personnage régulier de la série et faire un bon trio avec Bullock et Gordon. Et puis on aurait eu un personnage féminin qui serait autre chose qu'un objet de désir, une sorcière maléfique ou les deux. Pareil pour Harvey Dent, tu pourrais croire qu'ils vont l'exploiter dans une série policière sur Gotham. Mais non, il fait 6 épisodes à tout péter dans les 2 premières saisons. Et pareil, après ça, on n'entend plus parler de lui et on se pose pas de questions où est-ce qu'il est passé. On aurait pu avoir Gotham police judiciaire, merde! Le seul personnage un minimum bien traité dans ce préquel n'est même pas un personnage. C'est Red Hood, l'épisode qui lui est consacré, le seul proposant une vraie idée d'origin story et que je peux sincèrement qualifier de bon épisode. Le reste, c'est la forme la plus abjecte, ignare, mal gérée et vache à lait du fan de service. Le seul truc intéressant avec l'utilisation de ces personnages, c'est que ils restent pas dans le modèle habituel du méchant du jour, plan du jour. Non, ils ont pratiquement une hiérarchie entre eux, ce qui fait qu'ils sont là très régulièrement. Leur histoire est continue et leur position varie très souvent. Un coup ils font équipe, un coup ils se font la guerre, un coup l'un les dirige, un coup l'autre les dirige. C'est pratiquement Game of Thrones en fait. Mais ça aurait été intéressant dans une série Batman, pas pour un préquel, parce que les différents complots et tout n'ont aucun sens, car on les met dans des situations mortelles alors qu'ils ne peuvent pas mourir vu qu'ils doivent combattre Batman dans le futur, ce qui fait que la survie de ces personnages est souvent improbable. Ils ont carrément recours à la résurrection des fois. Parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Joker, c'était la 2e fois qu'il était mort. Ouais. Choisis un style et reste-y. Ok, là j'ai parlé des soucis des personnages et du scénario. Mais qu'en est-il de la mise en scène et de la production design? Là aussi c'est le bordel. Généralement, la série a un ton réaliste polar classique. Beaucoup de gris, beaucoup de blabla, c'est très basique, limite Blue Blood. Mais quelquefois, la série part dans un délire série B avec des manipulations génétiques, du gore à foison et des trucs de Power Rangers. Et d'autres fois, il part dans un style burtonien un peu carnaval gothique. En d'autres termes, la série fait du Dark Knight, du Tim Burton et du Robert Rodriguez. Et honnêtement, chacun de ces styles séparés... ça peut marcher, ça apporte déjà quelques bons trucs visuellement. Et faire une série hybride qui mélange les genres, ça peut être un excellent exercice de style. Mais dans cette série-là, les 3 styles se gênent mutuellement. L'aspect Dark Knight n'arrive jamais à bien se faire car les délires de série B l'empêchent d'être sérieux et le carnavalesque l'empêche d'être réaliste. Le délire série B peut jamais aller à fond et fait tâche car le reste de la série se prend trop au sérieux et est trop terre à terre pour que tu me fasses un délire de gros monstres créés en laboratoire et des clones. Et le côté carnaval gothique ne va jamais à fond et n'offre jamais un style intéressant car le côté Dark Knight l'empêche d'être fantaisiste et le côté série B l'empêche d'avoir une esthétique léchée. Je veux dire, un coup on a un complot mafieux et de la manipulation sobre, de l'autre, t'as le pingouin qui devient Cendrillon et qui finit par tuer sa belle-mère en façon Titus de Shakespeare. Et ensuite, t'as cette stupide scène où Solomon Grundy explose Azrael à coups de bazooka avec musique rock badass. Y'a quelque chose qui colle pas entre les trois. Et c'est con parce que, imaginons par exemple qu'ils assument le côté carnaval gothique. On aurait eu de super décors, de super costumes et un style graphique magnifique. Et ils se seraient permis de faire directement une série sur Batman. Et s'ils avaient assumé le côté série B, on aurait une série fun et décomplexée. Et ils se seraient permis de faire directement du Batman. Et s'ils avaient assumé le côté Dark Knight, on aurait eu une vraie histoire politique où les obsessions des personnages les amènent à leur perte et transforment la ville de Gotham en véritable asile de fous. Le tout dans un univers froid et frustrant qui demande qu'à retrouver la lumière. Et là, pour le coup, ils auraient une excuse de pas faire directement du Batman, même si on a vu que c'était possible. Du coup, tu te retrouves avec ce style Frankenstein qui essaye de faire des trucs, mais n'a jamais ce qu'il faut pour que ça marche. Surtout que tu sens qu'il y a de la compétence surprenante pour une série télé hors Netflix ou HBO. Mais ce travail ne sert à rien, car finalement, la série n'a jamais de style ou de direction claire.
c'est esthétique pour être esthétique. Même Arrow, une autre série de super-héros merdiques, sait quel style il veut et le fait sans problème. Ça en fait pas une bonne série, mais c'est déjà ça. Et l'autre preuve que cette série ne sait pas ce qu'elle fait, c'est... Qu'est-ce que... Yo, Barbara? C'est toi? yup, ça roule. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah ça! Je suis Doomsday maintenant. C'est arrivé ça? Tu vois, ça m'est arrivé il y a littéralement 1 heure, et même moi je sais pas. Qu'est-ce que vous foutez avec Barbara? Ok, je vais vous raconter l'histoire de Barbara, la nana de Gordon, dans cette série. Au secours! Barbara est l'un des personnages les plus catastrophiques qui m'ait été donné de voir dans toute fiction confondue. Au début, c'était juste la nana de Gordon, rien d'autre. La première chose qu'on la voit faire, c'est baiser Jim. Parce que cette série a clairement un problème pour écrire des personnages féminins. Mais le pilote avait aussi lancé, de façon très superficielle, une histoire de passé mystérieux avec Montoya. Sauf que... qu'est-ce qu'il y a à raconter sur la nana de Gordon? Ils ont pas la moindre idée de quoi faire avec ce personnage. Et oui, je dis ça au présent et pas au passé, parce que même à l'heure actuelle, ils sont toujours paumés les mecs. Donc déjà, elle a un passif avec Montoya, ce qui, dans la tête de ces cons de scénaristes, veut dire... Sauf qu'une fois qu'elle ait fait de la compote avec son abricot, on oublie vite cette histoire. Montoya la largue comme une merde parce que, soi-disant, elles sont toxiques l'une pour l'autre avant de totalement disparaître de la série. Sauf que, avant cette discussion, on les a vus à poil dans le même lit en train de s'embrasser, donc je vois pas trop c'est quoi le souci. Je vois même pas pourquoi elle trompe Jim avec elle, je veux dire, elle a aucune alchimie avec Montoya, et elle a aucun problème de couple avec Jim. Je suis persuadé que la seule raison pour laquelle elle s'est tapée Montoya, c'est déjà pour le fanservice, mais surtout pour adoucir l'histoire où Gordon va se taper la copine de Deadpool. Si on... Écoute, on peut en discuter parce que... D'accord, tu peux casser ça, ouais. Merde. Non, d'accord. Je veux dire, l'histoire de Gordon qui trompe sa femme dans Batman Year One, je la déteste moi aussi, mais au moins ça signifiait quelque chose et ça rendait le personnage de Barbara intéressant avec peu d'éléments. Aussi, elle était pas une putain de mannequin, donc tu comprenais la tentation que Gordon éprouvait avec une collègue sexy. Donc du coup, Barbara devient folle de jalousie. Tellement folle de jalousie que cette scène débile où Poison Ivy fait une blague téléphonique arrive. Est-ce que Jim Gordon est là? Oui, il est là. Malheureusement, il est un peu occupé ce soir. Vous voulez laisser un message? Pardon, je peux savoir qui vous êtes? Je suis une amie de Jim. Et vous êtes qui? Je vous déteste! Et on n'a pas à blâmer Gordon pour se taper une autre nana parce que... on avait rompu! Et puis un jour, elle se fait capturer par Peter de la série Heroes qui se la joue aux 50 nuances de merde et lui propose « Hey, tu veux tuer tes parents ?» Elle n'avait jamais pensé à ça, alors ok. Et là, le personnage change complètement et devient une véritable psychopathe, surjouant comme Cruella d'enfer et qui fera subir à Gordon et sa nouvelle copine une torture psychologique. Pour rappel, Jim donnera son nom à sa fille qui deviendra Batgirl. Elle va à Arkham, s'évade et rejoint même un groupe de super vilains monté par un méchant mystérieux, la faisant faire équipe avec le Joker, tuant des centaines d'innocentes, capturant et fouettant le cul du maire. Jim donnera son don à sa fille. Et un jour elle capture Jim et sa nana, et durant une confrontation traumatisante, il refilera son don à Batgirl. Elle tombe du toit, finit dans le coma, mais se réveille pour se mêler au bordel du final de la saison 2, comprenant un clone maléfique de Jim Gordon et une armée de mutants. Apparemment, c'est toujours une vraie série, et dit être redevenu normal. Mais Gordon, malgré son discours de c'est pas toi, t'es juste malade, l'envoie chier parce que maintenant elle est responsable de ses actes apparemment. Au fait, ça dérange si je refile ton nom à ma fille? Et donc elle redevient maboule et criminelle, se tape une autre criminelle qui a failli faire tuer Gordon, ouvre avec elle un club et devient une parrain du crime, ou marraine du coup, qui prendra vite le contrôle de la ville de Gotham. Tiens, et si je nommais ma fille comme cette connasse qui n'a pas arrêté de me pourrir la vie? Ce qui l'amène à des activités littéralement apocalyptiques consistant à capturer le Chapelier Fou, dont le sang est le seul remède contre un virus qui rend berserk les habitants de Gotham, et oui, apparemment, c'est toujours une vraie série, et réclamer une rançon en échange de ce remède, ce qui finit en une gunfight où Barbara et Jim se sont échangés des coups de feu. Même non que sa putain de fille. Mais la nana qu'elle se tapait et son pote qui deviendra Solomon Grundy après s'être pris une balle dans la tête parce que ta gueule, se rendent compte que Barbara est un peu folle. Ah, tu crois? Et donc la bute en l'électrocutant. Donc, ok, le massacre est fini?
On peut enfin laisser cette catastrophe scénaristique reposer en paix? Nope! Ra's al Ghul passait par là et s'est dit « Tiens, elle est bonne et représente tout ce que la Ligue des Ombres déteste. Donc je vais la ressusciter, la faire travailler pour moi et faire d'elle mon successeur, lui refilant mon pouvoir de Prince of Persia et la mettre direct à la tête de la Ligue des Ombres après avoir convaincu le John Bruce de me buter. Mais par une inquiétude, les fanboys non létales !» Et c'est comme ça que Barbara est devenue Ra's al Ghul. Elle est maintenant Barbara Ghul. Barbara Gourde, des femmes qu'on n'oublie pas. Que vous avez foutu! C'est l'utilisation d'un personnage banal d'une mythologie de comics la plus délirante que j'ai jamais vue! C'est encore plus débile que la fois où Tante May est devenue le surfeur d'argent! C'est comme si à force de pas savoir quoi faire avec ce personnage, ils ont fini par faire tout avec elle. C'en est presque fascinant. Un tel ratage, un tel niveau de porte-à-voix, j'ai envie de savoir quel cheminement de pensée nous a amené à ça. Et le fait qu'apparemment personne ne se pose la question qu'est-ce qu'ils foutent avec elle m'inquiète. J'ai l'impression que le monde entier est fou sauf moi, que personne ne soit choqué qu'elle ait tellement sauté le requin que le requin est allé demander une injonction restrictive contre elle, que Gordon va toujours nommer sa fille comme elle, et que ce personnage représente le on ne sait pas ce qu'on fait qui caractérise cette conne de série. Le seul truc que je peux dire de bien sur Barbara, c'est que Anne Richard, l'actrice, est vraiment fun à voir une fois qu'elle est devenue folle. Surtout comparé aux premiers épisodes où elle était tout aussi insipide, voire plus que Gordon. Elle était pratiquement un mannequin, car visiblement une femme à la beauté modeste, c'est impossible à faire dans cette série que je soupçonne de plus en plus d'être sexiste. Et le pire dans tout ça, c'est que j'hésite encore c'est quoi le pire entre ce personnage et le concept même de cette série. Faites une série Batman, merde! Ok. Depuis longtemps, moi, les fans, et clairement la télévision elle-même, espérons une série live sur Batman. Mais ça fait des années que Warner Television et DC Comics tortillent du cul sur ce sujet. Gotham est juste la énième preuve que c'est complètement con de toujours pas avoir fait de série sur Batman. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quoi leur excuse? Oh, mais faire une série Batman, c'est trop complexe à faire! Connerie. Je veux dire, t'as Arrow, une série qui pique les méchants, pique le même concept et pique le scénario de la trilogie Nolan. Ça n'en fait pas une bonne série, mais ça en fait une série à succès. Donc déjà, rien que là-dessus, ça devrait vous encourager à la faire. Mais en plus, Gotham reprend tous les éléments les plus farfelus de la mythologie de Batman. Donc au bout d'un moment, un mec qui se déguise en chauve-souris... Bon, mais le costume est compliqué à rendre bien en live. Ça n'a pas l'air de vous faire chier pour Firefly, Mr. Freeze, Solomon Grundy, Hugo Strange, ou la série Titan qui est en production là. Attends. Vous faites une série sur Titan? Vous faites une série avec Robin dedans, mais vous vous foutez de ma gueule! De plus, Flash a prouvé que vous avez les moyens de reprendre un costume classique et lui donner une bonne gueule à la télévision. Oh, mais le délire super-héroïque, ça a encore du mal à bien se faire dans une série live! Flash a comme ennemi un gorille télépathe ainsi qu'un homme requin géant! Tu veux me faire croire qu'après 3 saisons de Legend of Tomorrow, t'as pas les moyens de faire Batman, probablement le super-héros le plus facile à faire en live? Oh, mais c'est parce que Batman est dans les films, donc ça risque d'être compliqué à suivre pour les fans. Flash! Oh, mais Batman, c'est compliqué à rendre intéressant en série. Ça fait plus de 70 ans que Batman est en format série avec les bandes dessinées. Je veux dire, même Telltale Games a réussi à en faire une bonne série en jeu vidéo. Ah, et aussi, Batman a juste une des meilleures séries d'animation occidentale à son actif. Juste! Et si cet accident industriel nommé Gotham assumait d'être une série Batman, ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Ça aurait justifié la situation actuelle des vilains, vous avez clairement pas d'idée d'origin story pour ces personnages alors assumez. Ça aurait automatiquement réglé le problème de Gordon, car il ne serait plus le héros principal. On aurait probablement pris un autre acteur plus proche du Gordon qu'on connaît, donc plus charismatique. Ou pas. Si ça se trouve, ils auraient réussi à rendre Batman chiant. Mais ça aurait aussi réglé le problème du style, car ça assumerait son côté super-héroïque. Et ils auraient suffisamment de matière à traiter qu'ils auraient probablement pas besoin de faire... je ne sais pas quoi avec Barbara. Ils auraient même probablement refilé son histoire à Harvey Dent, ce qui aurait bien plus de sens. Double face en Ra's al Ghul. C'est intéressant comme idée, tu devrais la noter quelque part d'ici. Couper non, pas couper. Écrire, pas couper. Pose ces ciseaux, pose. Tactiquement, ça aurait corrigé tous les gros soucis de cette série. On aurait pu avoir une vraie bonne série de super-héros, probablement même dans la veine du Daredevil de Netflix. Mais non, on continue à faire ces trucs qui s'assument pas. C'est le même problème que Smallville, sauf que cette série-là a été faite à une époque où le genre avait encore du mal à convaincre les spectateurs et devait se reconstruire avec d'autres genres populaires, comme la romance adolescente. Les super
super-héros n'était pas encore à la mode, et le monde de la télévision n'avait pas le budget et le niveau de fabrication nécessaire pour éviter que les ambitions de cette licence ne paraissent kitsch en série. Ça n'a pas empêché la série de devenir tellement kitsch qu'elle en était nanardesque, mais dans les premiers épisodes, c'était justifié. En fait, vous savez quoi? J'irais jusqu'à dire que Smallville était une meilleure série que Gotham. Wow! Tu te calmes? Car non seulement Smallville avait une meilleure excuse pour éviter le genre super-héroïque, mais à l'origine, ils avaient mieux conçu leur préquel. Ils avaient des idées comme l'amitié entre Clark et Lex, la kryptonite qui transforme les gens, et proposaient même de bons épisodes par moments, surtout ceux centrés sur Lex, qui proposaient une très bonne origine. Avant que ce ne soit complètement démoli par une amnésie qui rend la série inutile, mais bon. Gotham, lui, dès sa première saison, est déjà au stade des mauvaises saisons de Smallville. Au stade où c'est juste Superman sans Superman. Au stade où on sait pas du tout où est-ce qu'on va. Et les gens applaudissent ça? Faut dire, ils applaudissaient aussi Smallville, hein. Même à l'époque de ces mauvaises saisons. À croire qu'on peut vous refiler ce qui se fait de pire dans l'industrie de la fiction, du moment qu'on appelle un des personnages comme un de vos héros préférés. Un peu comme avait fait X-Men Origins Wolverine avec Deadpool. Pourquoi vous détestez Deadpool dans X-Men Origins Wolverine déjà? S'il y a bien cette colère de voir vos personnages préférés être maltraités, pourquoi ne pas faire de même avec une série merdique qui se contente d'enchaîner vos personnages préférés comme si c'était du fromage dans un piège à rats? Ah, apparemment ils ont fini d'écrire la saison 6. Ok, je veux même pas savoir là, tu vois. De toute façon, je vois pas non plus. Est-ce que je suis toujours un personnage d'ici, là? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.